J'ai grandi avec des parents qui étaient extrêmement violents. Je suis incapable de me souvenir des violences que moi-même j'ai subies. Les chefs d'accusation étaient actes de torture et barbarie, donc ça donne un peu les grandes lignes. J'ai un père qui justifiait la violence sur ma mère au fait que ma mère, elle faisait pas bien la vaisselle. Et c'est avec ce modèle-là que j'ai grandi. Et même que le fait que l'adulte qui m'accueille me dise que j'ai gâché sa vie, me fasse porter la culpabilité des actes de mes parents, c'est horrible. Et j'ai du mal à me sentir bien. Je sais pas encore aujourd'hui si je sais aimer comme une personne qui a justement reçu toute cette éducation, toute cette normalité. Bienvenue dans Fair Talks, le podcast de celles qui osent faire entendre ce qui mérite d'être écouté. Moi, c'est Sarah et j'ai créé ce podcast parce que je crois sincèrement que certaines discussions peuvent tout changer. Ici, j'ai le plaisir de recevoir des femmes inspirantes, au parcours riche et parfois bouleversant, à travers des conversations vraies et profondes, toutes centrées autour d'un mot, oser. Parce qu'on a toutes dû oser un moment de sa vie et c'est exactement ce que ces femmes viennent raconter ici. Dans ce deuxième épisode, on aborde un sujet aussi délicat que nécessaire, grandir sans repère, se construire malgré les blessures de l'enfance et apprendre à faire la paix avec une histoire qu'on n'a pas choisie. Aujourd'hui, je reçois une femme dont le parcours m'a profondément touchée, une femme forte, entière, résiliente et pour être honnête, j'ai eu un vrai coup de cœur humain pour elle dès la première fois que je l'ai rencontrée. C'est une parole qu'on doit entendre, une voix qui, je le crois, peut faire écho à beaucoup de personnes. Bienvenue à toi, Jorane. Merci beaucoup d'être présente avec moi aujourd'hui. Je suis super contente de te recevoir. Comment tu vas ? Moi, ça va et toi ? Ça va très bien. J'aimerais, s'il te plaît, que tu puisses te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, avec tes mots. Dire qui tu es. Donc moi, je m'appelle Jorane, je suis une jeune femme de 27 ans qui a un enfant de 11 ans. Je suis éducatrice spécialisée, mais j'ai aussi été pompier de Paris. Je suis aussi autrice d'un livre, donc Quand je serai grande, qui raconte ma trajectoire d'enfant confié à la protection de l'enfance à sapeur-pompier de Paris. C'est super, magnifique. Là, on va aborder quand même un sujet ou même des sujets qui sont assez profonds, assez touchants. Et comme il y a beaucoup de choses à dire, je voulais d'abord commencer par le commencement, donc ton enfance. J'aimerais savoir comment ça s'est passé pour qu'on puisse tous comprendre ce que tu as traversé, pourquoi tu es la femme aussi que tu es aujourd'hui, parce qu'il y a un très très long cheminement. Donc, est-ce que tu pourrais commencer à nous parler de ton enfance ? J'ai une histoire où j'ai commencé, pas forcément avec les bons points de départ. Je dirais que j'ai même commencé avec moins 100. D'ailleurs, on a tous des vies différentes et c'est vrai que certains commencent avec des bases et moi, ça n'a pas été le cas. Par commencer par mes parents, j'ai grandi avec des parents qui étaient extrêmement violents, l'un envers l'autre, mais aussi tous deux sur leur enfant. Des violences qui ont été telles que je ne me souviens pas de toutes. Je me souviens par exemple des violences que mon père faisait à ma mère, que mon père faisait à mes frères et sœurs, mais je suis incapable de me souvenir des violences que moi-même j'ai subies. Ce sont des violences que j'ai découvertes bien plus tard, quand j'ai découvert ce qu'on appelle mon dossier social, c'est-à-dire le dossier que tout enfant placé a, qui retrace toutes les notes, toutes les faits et gestes de l'enfant tout au long de sa vie. J'ai grandi dans ce foyer violent jusqu'en 2003. Alors que j'étais âgée de 6 ans, mes parents ont tous les deux été incarcérés. Et je me suis retrouvée à vivre chez ma grand-mère, qui était atteinte du syndrome de Diogène. Donc, pour t'expliquer, le syndrome de Diogène, c'est le fait d'entasser énormément de choses. Donc, ça donne lieu à un logement qui est insalubre. Et à tout ce qui va avec, poubelle, cafard, etc. Et j'ai grandi dans ces conditions jusqu'à l'âge de mes 16 ans. Donc, voilà, jusqu'à mes 16 ans, j'ai absolument pas eu une enfance ou une adolescence ordinaire. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Déjà parce que quand on est enfant, on se rend pas compte forcément. Avant 6 ans, tes parents, c'est tes parents. Moi, je me souviens avoir pleuré, supplié, prié tous les soirs pour revoir mes parents une fois qu'ils ont été en prison, sans prendre conscience que ces parents qui étaient en prison, c'est parce qu'ils avaient commis des atrocités. Les chefs d'accusation étaient actes de torture et barbarie, donc ça donne un peu les grandes lignes, actes qui ont été effectués chez un couple, sur un couple de leur connaissance. Donc ça donne les grandes lignes de la violence que je pouvais vivre et dont mes parents étaient capables. Pour autant, enfant, je voulais voir mes parents. Mes parents, c'était mes repères. Et ensuite, quand j'ai atterri chez ma grand-mère, encore une fois, je ne me rendais pas compte parce que c'était ma grand-mère qui s'occupait de moi alors que mes parents étaient en prison. Donc j'avais une énorme loyauté
envers cette personne qui, au final, me faisait subir une autre forme de maltraitance. Et là où on se rend compte que tout ce contexte, il est violent, c'est quand on est au contact de l'autre. C'est-à-dire quand on va à l'école, et que ce soit les enfants qui se moquent de nous ou les enfants qui sont gentils avec nous et qui nous invitent chez eux, dans les deux cas, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal chez nous. C'est comme ça que je me suis rendu compte que tout ce climat et tout ce que j'avais vécu en fait auparavant n'était absolument pas normal. Ouais. Est-ce qu'on t'a expliqué, parce que je sais que tu étais très jeune, est-ce qu'il y a des adultes qui sont venus te voir pour t'expliquer la situation dans laquelle tu étais, ou c'était plus on te prend, on te met chez ta grand-mère et après... Il y a eu très peu d'explications dans ma situation. Je me souviens avoir découvert que mes parents iraient en prison très longtemps parce qu'un enfant, alors qu'on jouait au bac à sable, me l'a dit. J'ai pas eu de moment où on s'est assis vraiment pour m'expliquer que mes parents, c'est 15-20 ans, pendant 15-20 ans, en tout cas pour mon père, que je vais pas le voir. Et pour ma mère, ça a duré aussi plusieurs années. Personne s'est vraiment posé à proprement dit pour m'expliquer, pour mettre des mots sur ce que je vivais, mais en même temps, tout autour de moi le laissait penser. C'est-à-dire, quand il y a des faits aussi graves qui sont commis, il y a des enquêtes, donc il y a des policiers qui viennent vous voir, qui vous interrogent. Donc, en même temps, j'étais forcée de constater que ce que je vivais, c'était pas normal. Et puis, tu vas à l'école et pareil, quand on vient d'un petit village, parce que moi, je viens de province, dans un vraiment très petit village, donc quand il se passe des faits comme ça, tout le monde est au courant. Voilà, donc quand en cours d'année, j'arrive dans une nouvelle école, personne ne se prive pour me dire ce qui se passe. Et est-ce que le jour où tu l'as compris réellement, ça t'a choqué, ou tu étais plus encore dans une bulle où tu t'es dit c'est tes parents, c'est impossible qu'ils fassent ça Honnêtement, j'ai toujours voulu excuser mes parents pendant de nombreuses années. Quand j'étais enfance, je me disais c'est pas possible, c'est pas réel, et il y a forcément une explication. En fait, j'idéalisais mes parents et je les idéalisais, et j'étais incapable de me dire que mes parents, ils étaient mes parents, qu'on n'allait pas m'enlever ça, mais que c'était pas forcément ça. C'était impossible pour moi jusqu'à l'adolescence, c'était pas possible. L'adolescence, pardon, c'était un petit peu... J'étais dans ma bulle. Compliqué, ouais. Et quand on s'en rend compte, est-ce qu'on apprend à se méfier des autres aussi? Parce que quand on se dit, c'est un peu bête, mais quand on se dit mes parents ont osé faire ça, ou ma mère, mon père, peu importe, est-ce qu'on se méfie beaucoup plus rapidement du coup des autres? Quelle perception tu as maintenant dès que tu as appris, tu vois, tout ça? On a peur. On se dit que... En fait, d'une part, on se dit qu'on a besoin de personne, parce qu'en fait, on grandit tout seul. Et en même temps, on n'a pas confiance. Et en même temps, on a tellement envie d'aimer et d'être aimé qu'on donne tout. Donc, il y a plein de sentiments qui se partagent. C'est-à-dire que d'un côté, on se dit, eux, ils sont comme ça, moi, je veux surtout pas devenir comme ça. Tout ce qu'ils ont fait, c'est tout ce que je rejette, et je veux être tout leur contraire. Je veux être aimée, je crois en l'amour, je crois en la bienveillance, je crois en l'amitié, je crois en tout ça, et je veux le vivre. Et en même temps, t'as peur. T'as peur, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est au final? Et tu te retrouves à beaucoup idéaliser, à vivre dans un monde des bisounours. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on me dit, tu vis dans les bisounours. C'est réel, parce que tu sais pas ce qu'est vraiment l'amour, tu sais pas ce que sont vraiment les relations, parce que ce que tu as connu était tellement violent et tellement conflictuel que tu sais pas, que ça fait bizarre en fait. Que tu as des exemples de droite à gauche, mais c'est différent que si tu grandis avec dans ton enfance. Par rapport à ce que tu as vécu à partir du moment où tu étais chez ta grand-mère, comment ça s'est passé? Parce que tu avais dit que c'était une autre forme du coup de violence. Comment ça s'est passé pour toi par rapport à ce stade de ta vie? C'était très compliqué pour me construire, parce que j'ai grandi avec les propos d'une grand-mère qui me disait, qui me faisait me sentir redevable. Et en même temps, alors c'était le cas, je me sentais très redevable envers ma grand-mère. Ma grand-mère était mon tout, mon Dieu, jusqu'à ce que je découvre que les conditions dans lesquelles je vivais, et même que le fait que l'adulte qui m'accueille me dise que j'ai gâché sa vie, me fasse porter la culpabilité des actes de mes parents, c'est horrible. Sauf que quand on est enfant, on se sent facilement coupable. Et on porte tout. Et moi, pendant longtemps, j'ai porté, et je pense qu'aujourd'hui, ça me marque encore. Ça a forgé mon caractère, mon manque de confiance en moi. Parfois encore, quand je me regarde dans le miroir, j'entends les propos de ma grand-mère. Et j'ai du mal à me sentir bien, que ce soit avec mon image, mon corps, ma personne. Pourtant, je doute jamais de ce que je suis capable d'accomplir, mais j'ai confiance en moi, mais j'ai un grand manque d'estime de moi. Et je sais, après
assez de travail thérapeutique que ça vient de là. Ça vient que j'ai été abandonnée quand j'avais 6 ans liée à l'incarcération de mes parents et qu'après, l'adulte qui était censé m'accompagner m'a fait porter la responsabilité de ses actes, m'a toujours répété que j'étais comme ma mère, que j'étais matérialiste, que j'étais égoïste, sauf qu'une enfant qui a 6 ans et qui souhaite juste se laver et avoir des vêtements propres, c'est pas une enfant qui est matérialiste. Oui. Et aujourd'hui, j'ai franchi ce cap-là et je m'excuse pas d'aimer les vêtements, d'aimer bien m'habiller, d'être féminine et je le fais à outrance et je prends ma revanche sur la vie. Mais quand tu grandis avec ça, ça reste toujours dans un coin de ta tête. Et tu peux pouvoir faire tout le travail que tu veux. Il y a forcément ça revient forcément à un moment. Bien sûr. Je dis pas que ça vient tous les jours, parce que justement, j'avais beaucoup de colère, du coup, et je savais pas où diriger cette colère. Et faute de, avec cette volonté de pas devenir comme mes parents, au final, cette colère, c'est contre moi que je la dirigeais. Parce que justement, je voulais pas faire du mal aux autres, donc je me scarifiais énormément. Je m'en prenais à moi-même, aussi bien physiquement que émotionnellement. Beaucoup de mal à me dire comment un enfant peut vivre ça. C'est très compliqué parce qu'on se dit, l'enfant n'a rien demandé. Ça lui crée des traumatismes tout au long de sa vie. Même quand il commence à grandir, etc., surtout à l'adolescence, parce que ça, on commence à se forger un caractère, qu'on aussi commence à avoir confiance en nous. Et je trouve ça super difficile. Pour revenir à ce que tu avais dit, ou même ce qu'on s'était dit un petit peu avant par rapport à l'adoption, parce que tu m'avais dit que tu t'es fait adopter. Est-ce que tu peux en parler pour savoir comment ça s'est passé ? À 16 ans, j'ai eu un fils. J'ai donc intégré un foyer maternel. Et dans ce foyer, il y avait le beau-frère. Il y avait une fille et j'ai rencontré son beau-frère. Je passais tous les week-ends chez eux. Ça a vraiment été un repère pour moi parce que justement, j'avais vécu dans ce lieu qui était insalubre jusqu'à mes 16 ans, pendant quand même quasiment 10 ans. Aujourd'hui, j'avais mon fils. La seule chose qui m'intéressait, c'est de lui offrir un cadre de vie sain et de ne pas reproduire les conditions dans lesquelles j'avais vécu. Sauf que je n'avais pas les billes, je n'avais pas les armes. Je ne savais pas comment faire. Comment faire la vaisselle, je ne savais pas. Je ne savais pas comment faire à manger, je ne savais pas faire un plat. D'ailleurs, j'avais mangé que la nourriture avariée pendant 10 ans. Donc comment on peut me demander de cuisiner quelque chose ? Je ne savais pas. Et donc, j'allais chez cet homme tous les week-ends parce que j'avais beaucoup de mal à rester dans le foyer dans lequel je vivais. Et cet homme, il m'a tout appris. Il m'a appris à faire à manger, mais il m'a aussi, au-delà des gestes de la vie quotidienne, qui est de me laver correctement, de faire le ménage, de faire la vaisselle, il m'a aussi appris au comportement face aux autres. Comment me comporter, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il m'a mis des stops parce qu'à 16 ans, je savais tellement pas ce que c'était les relations humaines normales. Et je voulais juste être... j'étais dans mon monde des bisounours, mais vraiment complet. C'est-à-dire, je voulais juste... je voyais des cœurs partout. Et pourtant, j'avais subi l'horreur. Mais en fait, je voulais tellement pas de ça. Je voulais tellement voir la vie en rose que je me rendais compte de rien du tout. C'est-à-dire que je me retrouvais avec un chéquier. Et au lieu de prendre soin de moi, ce que je faisais aussi... toutes les mamans du centre maternel, je faisais leurs courses avec mon chéquier. Chéquier sans argent, bien sûr. Je travaillais à McDo en faisant mes cours. J'avais pas d'argent. Mais en fait, je supportais pas de voir quelqu'un potentiellement subir la même chose que moi. Et si j'avais 50 € dans ma poche et que je passais devant un mendiant, je les donnais. Parce que c'était horrible pour moi, impensable, de laisser une personne... Et il y a une part de moi qui est toujours comme ça, sauf qu'aujourd'hui, je sais doser. Et je sais que je peux pas aider les autres si je m'aide pas moi-même déjà. Mais à cette époque-là, j'en avais pas conscience. Mon père, quand un jour, il me voit sortir mon chéquier, il me dit « Mais tu fais quoi ? Un chéquier, c'est fait pour quoi ? Un chéquier, c'est quand t'as de l'argent, c'est fait pour payer. Donc non, tu me ranges ça. Et puis toi, t'as pas besoin de payer aux autres. Pourquoi ? Je sais pas, ils ont pas, et puis j'ai envie d'être... Non, c'est pas comme ça, la vie. Et il m'a remis les bases sur plein de choses. Et il m'a appris à dire stop, il m'a appris à continuer à aimer de la façon dont j'aimais, mais en même temps à savoir que tout le monde n'était pas comme moi. Bien sûr. Et que des gens comme je l'avais connu dans mon enfance, j'allais en connaître encore beaucoup. Et il m'a tout... je pourrais parler de lui pendant des heures parce qu'il m'a inspiré. Il m'a inspiré de là, il était légionnaire. C'est comme ça que j'ai voulu devenir pompier de Paris pour suivre ses traces. Il a eu un impact dans ma vie sur plein de choses. Malgré ce que tu as vécu, tu voulais quand même aider les autres. Parce qu'il y a des personnes, c'est l'inverse. Justement, ils ont vécu des choses difficiles, donc ils veulent se venger. Et toi, tu fais partie de ces femmes qui ont réussi à se relever, parce que ça, faut le dire, c'est pas forcément simple. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui n'y arrivent pas, qui vont plonger dans des choses, etc.
Quand tu parlais du coup du fait d'être maman jeune, est-ce que tu avais des appréhensions? Parce que du coup, comme tu savais pas déjà, on peut dire, par exemple, apprendre à aimer, enfin plein de choses qui peuvent être basiques pour beaucoup d'autres personnes. Toi, comme tu savais pas, est-ce que ça t'a fait peur? Enfin, je pense que oui. C'était horrible. Ouais. J'avais peur. Et j'ai encore peur. Tous les jours, j'ai peur. Ouais. Tous les jours, je me demande. J'ai des doutes tout le temps. Je me dis, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que je lui offre assez? Est-ce qu'il a assez d'amour? Et est-ce qu'il a assez de moyens de réussir? C'est des peurs qu'on a. Et on a toujours peur, quand on a un enfant qui a vécu des violences et qu'on devient parent, de reproduire ces violences. Pour avoir discuté avec des dizaines et dizaines d'enfants qu'on subit des violences et qui sont devenus parents, ils ont tous eu cette même peur. Cette peur de reproduction. Et elle est légitime, et en même temps, ce qui a fait l'éducation de mon fils, c'est l'envie justement de ne pas reproduire. Bien sûr. Mais cette peur, elle est là tous les jours. Elle est là constamment, même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, mon fils il a 11 ans et toujours, je me dis non, faut pas que j'échoue dans rien, parce que il est là et je veux qu'il me regarde avec la même fierté qu'il me regarde depuis 11 ans. Je veux pas que ça change. Je veux qu'il grandisse en se disant... ma mère, c'est une bonne mère et elle m'a donné assez de billes pour réussir. Après, ses choix, on ne peut pas obliger un enfant à suivre un chemin. Il fera ses choix de vie. Bien sûr, ouais. Mais voilà, je veux qu'il se dise et je veux qu'il sache et je veux qu'il continue à penser que je lui ai donné toutes les armes pour réussir. Assez d'amour, assez de moyens, tout. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau, trop mignon. Et du coup, tu as toujours cette pression. Est-ce qu'elle est constante ou c'est de temps en temps en fonction de, je sais pas, ce qui peut se passer dans sa vie? Est-ce que tu as peur, par exemple, quand il est à l'école, qu'on lui fasse du mal, enfin, des petits trucs comme ça, tu vois. J'ai peur qu'on lui fasse du mal. J'ai peur surtout qu'il fasse les mauvais choix. J'ai aussi peur de ça. Dès qu'il fait une bêtise, je me dis, oh là là, des fois, je parle à mon entourage et ils me disent, mais il a juste fait une bêtise. Mais moi, je suis en train de dramatiser. Non, mais il s'est battu à l'école. Si ça se trouve, il va pas travailler. Si ça se trouve, il va arrêter. Il va être en décrochage scolaire. Et puis, si ça se trouve, après, c'est quoi? Après, c'est la drogue, c'est ceci. Et je me fais une montagne. Alors qu'en fait, c'est juste un enfant qui fait des bêtises. Et tout va bien. Les enfants font des bêtises. Bien sûr. Mais voilà. Et pareil, moi, j'ai peur aussi de moi. Je me dis, est-ce que je suis suffisante? Est-ce que... Et pour moi, c'est tous les jours. La pression que je me mets à moi-même, par contre, c'est tous les jours. Vraiment tous les jours. Il n'y a pas de moment où je lâche prise et je me dis, c'est bon, j'ai réussi, parce que tous les jours, mon fils, il grandit. Donc, en fait, tous les jours, je dois apprendre à être une mère différente. En même temps, c'est lui qui me fait devenir cette mère-là. Oui. Et je pense que cette pression, elle est nécessaire pour être justement une mère qui ne se pose pas de questions si elle fait bien. C'est qu'il y a un problème. Qu'on ait vécu une enfance violente ou pas, je pense que toutes les mamans se posent cette question. Bien sûr. Est-ce que je fais bien? Je pense que de toute façon, les femmes, d'une manière générale, on se met beaucoup plus de pression par rapport à la société, etc. Et d'ailleurs, par rapport à ça, comme tu as été maman jeune, parce que dès que tu as 16 ans, pour beaucoup, tu es encore une gamine, tu connais rien, etc. Est-ce que tu as eu beaucoup de critiques par rapport à ça ou pas du tout? Ouais, beaucoup. Énormément. Alors, encore aujourd'hui. Honnêtement, encore aujourd'hui, mais surtout quand j'étais adolescente. Les gens, ils me voyaient comme une... C'est ça qu'on disait de moi. Le mot est... Je devrais être désolée. Voilà. Je me faisais insulter parce que j'étais maman très jeune. Dans mes relations en règle générale, ça a toujours eu un poids, entre guillemets. Les mamans, qu'est-ce que tu vas faire avec une maman? Mais je perds pas ma valeur du fait d'être maman. Et je suis pas une pute. Alors, c'est un choix de ne pas se mettre avec quelqu'un qui a un enfant, ça c'est un fait. Mais penser que la personne elle perd de sa valeur, non. Et j'ai toujours eu beaucoup de jugements, beaucoup de personnes qui pensaient que ma vie elle était finie. C'est-à-dire quand j'ai voulu rentrer justement en tant que pompier de Paris, même le recruteur a rigolé en disant, mais maman, mais qu'est-ce que tu vas faire pompier de Paris alors que t'es maman? Mon fils avait 3 ans. J'ai passé 6 ans en pompier de Paris, 6 ans en étant maman, et c'était merveilleux. Passé, c'est possible, la vie elle s'arrête pas quand on a un enfant, mais la société elle aime bien nous le rappeler, et ça à tous les niveaux, et que ce soit pour nous insulter, penser que t'es une fille facile, t'as pas réfléchi, plein de préjugés sur la société, et surtout penser que professionnellement du coup tu ne vaux plus rien. Tu ne vaux plus rien, et en même temps professionnellement tu t'engages, tu travailles beaucoup, on vient aussi te juger. Tu as des personnes qui vont te dire, mais il est où ton enfant? Mais comment tu fais? Mais tu travailles trop.
ce travail, il est nécessaire pour mon enfant. Pour lui montrer un exemple, humainement parlant, professionnellement parlant, pour lui montrer qu'il faut travailler dans la vie, il faut s'épanouir. Il est important pour moi, en tant que femme, de grandir. Il est important aussi financièrement, juste pour payer le loyer. Donc non, il y a les critiques affusent de toutes parts, et même amoureusement parlant. Une femme qui est seule avec un enfant, surtout quand elle a eu jeune, elle avance dans la vie et on lui dit « Mais t'as toujours pas refait ta vie. T'as toujours pas rencontré quelqu'un. Mais t'attends quoi ? Mais tu devrais pas faire la fille difficile. » Non, moi je fais pas la difficile en fait. J'ai juste autre chose à m'occuper. J'ai un enfant, donc en fait le temps, j'ai pas forcément envie de le prendre à écumer les sites de rencontres, à mettre avec quelqu'un à tout prix pour faire plaisir à la société et dire que moi j'ai réussi ma vie. Parce qu'en fait là je fais pas rentrer quelqu'un dans ma vie, je fais aussi rentrer quelqu'un dans la vie de mon enfant. Donc oui, les critiques, elles sont là. En même temps, j'ai envie de dire quoi qu'on fasse dans la vie qui n'est pas critiqué, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, je pense pas. On fait jamais l'unanimité, mais c'est vrai que ça peut être lourd. Ça peut être lourd et je me dis même que, en fait, est-ce que même limite, tu as commencé à croire ce qu'ils te disaient ? Parce que quand on te répète la même chose, des fois tu te dis, peut-être qu'ils ont raison. J'y ai pas cru, mais parce que ça me paraissait... au contraire, c'était l'inverse. C'était de me dire, ah oui, vous me dites que je suis pas capable. Attendez juste de voir. Ça a boosté, en fait. C'est un boost finalement, pour moi. Ouais. Mais c'est pas le cas de tous. Combien de femmes seules se mettent avec des hommes qui... En fait, il faut pas l'oublier. On fait rentrer quelqu'un dans la vie de nos enfants. Les mères célibataires avec des enfants, c'est aussi des proies aux prédateurs sexuels. Bien sûr. Donc en fait, tu fais rentrer dans la vie de quelqu'un dans la vie de ton enfant qui potentiellement peut t'agresser, peut agresser ton enfant. Surtout ton enfant. Bien sûr. C'est un inconnu, enfin, c'est pas une légende, c'est des faits. Beaucoup de femmes qui restent même malheureuses parce qu'elles ont eu un enfant, elles sont dans une deuxième relation, pas de chance, elles tombent dans une relation où l'homme, il abuse d'elles justement parce que j'en ai connu des comme ça, des relations amoureuses où justement, non mais, même si t'étais, les mots c'était quoi ? Même si t'es le dernier oasis du désert, je veux pas venir vers toi, t'as un enfant, qu'est-ce que je vais foutre avec toi ? Voilà, ça, c'est des discours qui sont donnés à une femme qui a un enfant. Mais c'est un choix, encore une fois, de ne pas se mettre avec une femme qui a un enfant. Mais c'est pas une serpillière. La maman qui élève son enfant, elle mérite tout le respect, tout l'amour. Son enfant le mérite aussi. Plein de femmes qui ont eu des enfants, qui refont leur vie, qui restent dans des relations, justement par la crainte du regard des autres. Parce que justement, elles écoutent. Et c'est là où je trouve ça très triste. Il y a beaucoup de femmes qui prennent sur elles. Franchement, qui vivent des situations, des fois quand j'entends ça, ça me révolte. Ou des femmes, premier mariage, qui n'ont pas forcément d'enfants, elles ont des enfants et elles n'osent pas quitter des hommes qui sont violents. Je ne parle pas, tous les couples ont des difficultés. Bien sûr. Et je pense qu'il faut rester, faut essayer de comprendre l'autre, surmonter les difficultés. Mais par contre, quand on arrive à de la violence, avec des hommes qui abusent de leurs femmes, qui sont violents envers leurs femmes, leurs enfants, à un moment donné... faut dire stop. Et pour certaines femmes, c'est difficile à cause, en grande partie, je pense, du regard de l'autre. Vraiment, tu as totalement raison. Et toi, comment tu as appris à aimer, à élever aussi ton fils quand tu as reçu peu de sécurité, toi, dans ton enfance ? Je ne savais pas trop comment faire. Et je ne sais pas encore aujourd'hui si je sais aimer comme une personne qui a justement reçu toute cette éducation, toute cette normalité. L'amour, en règle générale, reste un sujet sur lequel j'apprends et que j'ai beaucoup à apprendre. L'amour envers mon fils, l'amour envers les autres. J'aime, mais peut-être parfois trop intensément, trop dangereusement. Et pour mon fils, j'ai appris à l'aimer surtout avec le temps et à construire une relation, à voyager. Notre amour, c'est pas... ça va pas faire un câlin, par exemple, avec mon fils, c'était pas inné. De prendre dans les bras... C'était pas logique pour moi. Pour toi, ouais. Et ça a mis du temps. Et c'est lui, au final, en venant vers moi, en faisant ses premiers pas vers moi, qui m'a appris à... Ok, cette personne, elle peut rentrer dans mon intimité. Et pourtant, c'était mon enfant. Et bien sûr, je peux le prendre dans les bras. Et ça s'est construit aussi autour du jeu, autour de la parole. Quand il est grandi, des voyages aussi, parce qu'on a beaucoup voyagé. C'est vraiment quelque chose qui s'est appris jour après jour. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune... je voyais les autres mamans et je me voyais moi et je me disais mais il y a un truc qui cloche chez moi parce qu'elles sont là, elles sont complètement gaga de leur bébé et moi je comprends pas parce que j'ai pas envie de ça.
Je comprends pas ce qu'elles font. Oui. Et petit à petit, j'ai appris, jour après jour. Ouais. C'est plus ton fils qui t'a appris en réalité pas mal de choses. C'est super beau, hein, franchement. Par rapport à ton histoire, toi, comment s'est passée un petit peu toute cette phase-là quand tu as grandi, quand tu as dû rencontrer quelqu'un est-ce que tu as réussi, entre guillemets, à refaire confiance rapidement ou est-ce que c'était compliqué? Est-ce que tu avais du mal à te mettre en couple? Pendant quasiment 10 ans, j'ai pas réussi. Ouais. J'ai connu très peu de relations en 10 ans. Des relations qui se sont avérées catastrophiques parce que justement, je savais pas comment faire. C'est-à-dire, j'avais envie, parce que j'ai toujours envie. Hein. C'est-à-dire, j'étais la personne qui rêvait, qui justement idéalisait l'amour, qui idéalisait ce qu'était une relation, et qui pensait que, surtout qui a grandi avec des repères, comme moi, la femme, elle doit tout accepter, et elle doit tout faire, et elle doit être parfaite. Et j'étais persuadée que si mes relations étaient un échec, c'était de ma faute. Et j'étais incapable de voir que c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément moi, je suis pas responsable de tout. Et surtout, je passais beaucoup de temps toute seule parce que elle fait que je sois maman toute seule, etc., pompier, et puis avant, accumuler beaucoup de boulot. Donc déjà, j'avais très peu de temps à accorder aux relations. Et petit à petit, je rencontre une personne, il s'avère que cette personne, elle sort avec 6, 7 jeunes autres mamans ensemble. J'étais adolescente, première relation. Et en fait, cette personne sortait avec des femmes uniquement profiter d'elles financièrement. Voilà. Jeune maman, ça touche un tout petit peu d'argent, mais ça a beaucoup d'amour à donner et puis ça peut beaucoup faire. Enfin, c'est vraiment l'exemple type de l'homme qui profite de la fragilité. Et donc, il sortait avec 6, 7 autres mamans, toutes seules, toutes en précarité financière. Et j'ai attendu peut-être 2, 3 ans. Puis je re-rencontre une autre personne. Et puis incapable de voir pendant plusieurs mois que cette personne, elle est en couple. Pourtant, mais le reste de mes amis pouvait le voir. Je ne suis pas une personne qui échange. Là, je le fais avec toi parce que je me sens à l'aise et parce que j'aime cette façon que tu as d'aborder les choses, mais je ne suis pas une personne qui va échanger, par exemple, avec mes amis sur mes relations amoureuses. Donc, elle le voyait, mais elle n'osait pas forcément me dire. C'est-à-dire que pour moi, mes premières relations, parler une fois par semaine à une personne, ce n'était pas alarmant. Ah, d'accord. Non. Okay. Il n'a pas le temps, c'est pas grave. Puis je veux pas être la personne qui dérange. Puis, de toute façon, j'ai été habituée à ça, c'est tout ce que je connais. Puis je vais pas trop demander. J'ai envie de plein de choses, mais j'ose pas le demander. J'ai envie de câlin, j'ai envie de passer du temps avec la personne, j'idéalise ça, mais je me dis, faut pas que je demande, parce qu'il faut pas que je sois de trop. Parce que si je suis de trop, la personne, elle va me rejeter. Et du coup, il faut que j'accepte. Faut que j'accepte, et ça, ces façons de réagir, elles sont directement liées à mon enfance, au fait que... mon père, il justifiait... j'ai tout un passage, d'ailleurs, sur mon livre que j'ai aimé développer à ce niveau-là. C'est que j'avais un père qui justifiait la violence sur ma mère au fait que ma mère, elle faisait pas bien la vaisselle. Et c'est avec ce modèle-là que j'ai grandi. Et du coup, inconsciemment, et pourtant dans le désir de vivre une toute autre relation, j'ai accepté le peu de relations que j'ai eues, je l'ai accepté comme ça. Et je pense que... on aurait pu me frapper, que j'aurais peut-être rien dit. Je pense même pas que ça aurait été un élément déclencheur, parce qu'en fait, j'étais là et je me disais, mais c'est pas grave, c'est de ma faute. C'est moi qui fais pas bien. C'est moi qui est pas assez jolie. C'est moi qui est trop chiante. C'est moi qui parle trop. Non, c'est juste pas la bonne personne et c'est OK. Ouais. Et en même temps, les hommes qui sont rentrés dans ma vie, c'est parce qu'ils ont forcé les portes, qu'ils ont fait du forcing pour y rentrer. C'est-à-dire que je ne voulais pas au départ de toutes ces relations. Mais à partir du moment où j'étais dedans, c'est un engagement tellement fort pour moi et j'idéalisais tellement le fait de finir avec une seule personne, même pas par peur des regards, parce que, mais vraiment juste de moi. Pour toi, oui. Moi, je veux pas. Je veux vivre un conte de fées, je veux le vivre et du coup, il faut que je sois assez bien pour ça. Et donc, pendant 10 ans, j'ai passé ma vie toute seule. J'ai jamais passé un week-end avec un garçon, j'ai jamais eu de relation, j'ai jamais fait rentrer quelqu'un dans la vie de mon fils. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un avec qui je suis, qui est bienveillant et qui m'a appris ce que c'était aussi de poser ses limites, etc. L'importance de tomber sur les bonnes personnes. Après, malheureusement, tu sais, quand tu as un grand cœur, ça, je l'ai remarqué chez moi aussi, tu vas pas t'en rendre compte tout de suite. Parce que tu vas te dire, c'est pas que les personnes sont comme toi, mais comme toi, tu es comme ça, la personne n'a pas osé. Ou il y a plein de personnes qui arrivent à jouer des rôles pendant des mois et des mois. Tu vois leur vrai visage après.
t'as des chocs. Et je me dis que quand t'as déjà des traumatismes qui sont hyper compliqués, hyper profonds de base, tomber sur ce type de personnes, c'est encore pire. Ça t'ouvre d'autres traumatismes. Et t'as des personnes qui mettent des années avant de se relever. Quand vous voyez que vous n'êtes pas prêt, je dirais... après, c'est facile de le dire, et t'en as plein qui vont dire oui, non, mais bien sûr, mais en fait, pas du tout, tu vois. Mais quand la personne n'est pas prête, ne va pas déranger une autre personne. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a vécu. Tu vois, on ne sait pas les traumatismes par lesquels elle est passée. T'en as, ils sont à peine, on va dire, sortis de tout ce qu'ils ont vécu. Et là, il suffit que quelqu'un d'autre arrive et te fasse vivre encore n'importe quoi. Tu dois tout recommencer, refaire confiance et patati. Ouais. Enfin, c'est un cercle vicieux. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est quand je me dis que c'est des jeunes qui vivent ça. Je dis pas que les personnes plus âgées peuvent le vivre, mais quand tu es plus âgé, on va dire que tu as plus d'expérience. Tu es peut-être plus apte à gérer les choses. Quand tu es encore jeune, tu te construis. C'est-à-dire que quand tu tombes sur des personnes qui te font des choses de dingue, tu es là, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu as compris, on va dire, les traumatismes déjà que tu avais avant ? Peut-être ces personnes t'ont appris autre chose aussi de toi. Est-ce que tu as pu faire, on va dire, un travail sur toi-même pour te comprendre, te connaître ? Est-ce qu'aujourd'hui tu te connais ? Je ne sais pas que ce soit les personnes qui m'aient appris. C'est moi qui me suis dit il faut que je pose des limites. Ouais. Il y a un truc qui ne va pas chez moi. Non, parce que c'est trop facile de se dire... parce que c'est ce que mes amis me disaient. Non, mais t'as vraiment pas de chance. Non. Il n'y a pas que la chance dans ça. C'est à moi de poser mes limites. Bien sûr. Non, parce que oui, le comportement de certaines personnes que j'ai connues, il est injustifiable, il n'est pas normal, on a de quoi se revendiquer. Mais quand ça t'arrive 1, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, il faut voir aussi pourquoi tu attires ce type de personnes-là. Et qu'est-ce que tu vas rechercher quand tu acceptes quelqu'un dans ta vie ? Est-ce que tu sélectionnes vraiment ? Ou est-ce que c'est pas toi qui acceptes ça ? Et moi, c'était le cas, j'acceptais ça. Et il n'y a qu'après avoir fait plusieurs années de thérapie que je me suis rendu compte de ça. Qu'au final, c'est tout ce que je connaissais, donc c'est tout ce que j'acceptais. Et que c'était à moi, à un moment donné, de poser mes limites. Je peux pas poser 100 €, 200 € sur la table et en vouloir à quelqu'un qui le prend. Bien sûr. C'est soit gentil une fois, c'est bien. On te prend pour une imbécile 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, t'es le clown. Et c'est à toi de dire stop, parce que personne ne va le faire pour toi. Il y a très peu de personnes dans la vie qui sont bienveillants, qui vont dire non, stop, cette personne, je la préserve. Les gens vont penser à leur intérêt. Et c'est apprendre à penser à soi. Et mon père, il m'a toujours dit, pose tes limites, ne change pas ton cœur, ne change pas la personne que tu es, continue d'aimer les gens comme tu les aimes, parce que tu attireras un jour quelqu'un qui t'aime comme toi tu l'aimes. Quand tu vois que c'est plus possible, stop. Stop. Si on est en train de profiter de toi, tu ne le mérites pas, tu arrêtes. Tu n'as pas à te battre pour quelqu'un qui ne veut pas de toi, qui t'utilise. Tu mérites mieux. Et c'est apprendre à s'aimer, apprendre à poser ses limites. Et ça passe uniquement par prendre soin de sa santé mentale, faire le point de pourquoi je vis ça et vraiment se remettre en question. Et moi, je me remettais en question, mais de la mauvaise façon. J'étais en train de me demander, est-ce que je suis assez jolie ? C'est pas une question de beauté. C'est pas une question de physique. Si la personne, elle est avec toi, c'est parce que tu lui plais de base. Mais il y a quelque chose dans ce que tu attires qui est pas sain, dans ce que tu fais, dans les limites que tu poses aussi. C'est que tu acceptes quelqu'un qui dit toujours oui. Non. Tu passes même pour quelqu'un qui est faux, alors que ton oui, il est sincère. Tu as vraiment tellement envie d'être aimé, tellement envie d'aimer, de le vivre, cet amour que tu n'as jamais connu, que tu acceptes tout. Mais ça, c'est même plus de l'amour, en fait. Non. C'est trop. L'être humain, comme je dis toujours, est très égoïste. Il va souvent penser à lui, à part certains cas. Et c'est vrai que quand on grandit, si on ne fait pas le travail nécessaire sur soi-même, on ne fait pas d'introspection. Enfin, moi, je le fais beaucoup. De plus en plus, j'essaie de me poser des questions sur le pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait, moi aussi, qui a fait que cette personne est partie ou quoi que ce soit. C'est très important parce que du coup, ça te permet de comprendre énormément de choses. Tout le monde ne va pas avoir ce truc en tête et se dire je peux faire une thérapie, je peux faire un réel travail. Les gens vont enchaîner en disant soit c'est parce que j'ai pas de chance, c'est la faute à pas de chance, ou soit alors que des fois c'est eux, c'est juste eux qui ont des trop de problématiques ou qui vont être indisponibles émotionnellement. Moi j'en ai connu énormément, des personnes qui te disent moi je suis prêt par exemple à faire telle ou telle chose, mais dès que tu vois vraiment l'entièreté de la personne, tu te dis mais t'es pas si près que ça finalement, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas réglées. Et c'est pour ça que je dis toujours que c'est très important dans une relation, même par rapport à soi-même, avant d'enchaîner quelque chose d'autre, de travailler sur soi. C'est primordial. C'est indispensable. C'est assez indispensable parce que la personne que tu rencontres après, je le répète, tu sais pas ce qu'elle a vécu.
Toi-même, tu peux réouvrir des blessures et des choses qui font que tu perds encore plus de temps, entre guillemets, sur ta construction ou ta reconstruction. Donc, c'est super important, vraiment. Oui, puis il n'y a pas de sens. Enfin, moi, je le dis toujours, mais amoureusement parlant, en tout cas, ou même amicalement parlant, mais se mettre avec quelqu'un, c'est fini dans 3 mois, je vois pas l'intérêt. L'énergie, elle est dépensée, je comprends pas. Bien sûr. Je comprends pas. Donc, rester avec quelqu'un qui est violent, c'est pas possible. On est d'accord, mais par contre, se mettre avec quelqu'un pour se mettre avec quelqu'un, non, je comprends pas. Je me mets avec toi, c'est pour qu'on avance ensemble toute la vie. Exactement. Toute la vie, vraiment, on va changer, on va évoluer, on va grandir ensemble, on va s'entraider, c'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est ça le couple, Bien sûr. l'amour, etc. Il n'y a pas de relation en dehors que de ça. Bien sûr. Mais pour ça, il faut être prêt. Pour ça, il faut être prêt. Vraiment être prêt. Il faut être prêt mentalement. Et c'est vrai que dans mon enfance, la santé mentale, je disais, mais qu'est-ce que vous me racontez en fait? Ce que j'ai vécu, en parler, ça va changer quoi? Analyser quoi? Ça va rien changer. Je parlais vraiment comme ça. Je ne comprenais pas la santé mentale, l'intérêt de la santé mentale. Je ne voulais pas en entendre parler. Ouais. Et puis, j'ai grandi, j'ai regardé quelques vidéos et je me suis dit, ah si, pourquoi pas? À force de regarder des vidéos, qu'en parler, c'est vraiment ça qui m'a fait changer d'avis. Hein. C'est les vidéos que je pouvais regarder sur l'impact de la santé mentale, sur les relations. Je me suis dit, ah ouais, et c'est peut-être pour ça. Parce que moi, c'est vrai que je cumule en fait les gens qui profitent de moi et tout, mais en même temps, je suis responsable de ça. Parce que j'ai certains comportements qui attirent ce type de personnes. Donc, c'est à moi de travailler sur ça. Ouais. C'est des schémas répétitifs qui se répètent à chaque fois. Mais c'est bien. C'est bien d'en être consciente parce que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. T'en as, ils vont vivre toute leur vie, les pauvres, mais ils vont pas se poser des questions. Tu vois, ils vont dire c'est comme ça et puis c'est tout. C'est la pas de chance. Non. Alors que non. Des fois, c'est nous-mêmes, des fois, c'est les autres, malheureusement. Mais ça t'a permis en fait de comprendre qu'il y a certaines choses que tu vivais. C'était pas forcément à cause de toi, mais ton passé. Ouais, c'est ça. Plutôt. Ouais. C'était clairement mes choix. C'est des choses que j'acceptais par la peur de l'abandon. C'était beaucoup de choses, mais ça venait. Il y a beaucoup de choses que je vivais. En tout cas, en amour, c'était clairement lié à moi. C'était mes choix aussi. Le refus, par exemple, d'avoir des critères. Mais le monde, il est beau. Le monde, il est... Ouais. Qu'est-ce que vous me parlez de critères? Oui, mais... Et quand j'ai compris que les critères, c'était pas forcément exiger qu'un homme, il gagne tant, parce que pour moi, c'était ça. Parce que c'est ce qu'on entend. Et libre choix à certaines femmes d'exiger un certain confort de vie, etc. C'est leur droit aussi, c'est leur choix. Mais vu que moi, critères, ça représentait que ça, je me disais, non, moi j'ai juste besoin de quelqu'un qui soit gentil. Gentil, ça suffit peut-être pas. Il y a le respect, il y a la loyauté, puis il y a les actes derrière. Parce que tout le monde va se dire gentil. Et c'est mettre la limite quand la personne t'a vendu du rêve et qu'elle t'a dit, je suis comme ça, c'est voir le comportement. C'est le comportement qui a des soucis. Si le comportement ne suit pas, savoir dire stop. Bien sûr. Que c'est de ma faute. C'est l'autre. Je ne suis pas responsable de son comportement, ça lui appartient. Mais moi, ça m'appartient d'être heureuse et j'ai le droit au final. C'est aussi accepter ça, accepter d'être heureuse. Bien sûr. C'est pas tout le monde qui est prêt à dire je mérite le bonheur. Bien sûr. Et quand on n'a pas confiance en soi, surtout pour les enfants qui ont été maltraités, c'est le cas beaucoup, on a du mal à accepter d'être heureux, de se dire j'ai le droit, c'est bon, je suis sortie. Je suis sortie de tout ça. Et puis on se dit que c'est rien ce qu'on vit parce qu'on a vécu tellement pire, donc ça c'est rien. C'est ça. Mais non, la vie, c'est pas ça, pas que subir, on a le droit d'être heureuse. Exactement. Non, c'est très important. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à mettre des mots sur les traumatismes que tu as pu vivre? Je sais pas si j'arrive à mettre des mots. Vraiment, j'arrive pas forcément à mettre des mots. J'essaye de comprendre, mais j'arrive pas à mettre des mots, surtout. Surtout, ouais. Pas surtout. Il y a des choses où j'arrive pas à mettre de mots. Parce que des fois, mettre des mots, ça rend les choses réelles. Et ça fait mal. Bien sûr. Parce qu'on est obligé de l'accepter quand c'est réel. Donc je pense qu'il y a des fois, je mets volontairement pas de mots sur certaines choses pour pas qu'elles deviennent trop réelles. Parce que le déni, enfin, moi, ça a été ma force pendant très longtemps, d'être dans le déni, justement. Dans ce monde des bisounours, de rêves et de refuser de voir les choses. Parce qu'en fait, ça nous rend juste plus heureuses. Et que laissez-moi dans mes rêves, laissez-moi dans... Voilà. Ça te permet de te protéger aussi. Ça me permet de me protéger aussi. Beaucoup. Après... toujours voir ce qu'est voir la réalité, retomber les pieds sur terre à temps. Mais... Par rapport à tes relations, ce que tu as pu vivre, est-ce que ça t'est déjà arrivé de... Tu sais, quand on dit de tout gâcher, et tu as peur qu'on te donne beaucoup pour que toi, au final, tu puisses pas donner à la même hauteur? Un peu limité, tu sais, émotionnellement? Volontairement, peut-être pas, mais inconsciemment, oui, j'en suis sûre. J'en suis sûre parce que jusqu'à rencontrer mon copain actuel, il s'est quand même passé 10 ans. Je pense qu'en 10 ans, j'ai quand même dû, sur ma route, rencontrer de bonnes personnes. Des hommes qui étaient sûrement bienveillants et prêts à me considérer, à me respecter, à avancer avec moi.
Mais je pense que je les ai pas vus. Et peut-être que je les ai rejetés inconsciemment parce qu'ils étaient trop bien, trop parfaits. Et peut-être que vu que je connaissais pas ça, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui clochait. Et peut-être que je les ai même pas vus parce que je voulais aussi me protéger. Bien sûr, Parce que même avec ma relation actuelle, des fois je me dis c'est trop beau. C'est trop beau. Qu'est-ce qui va arriver? Ouais. J'ai peur et ça fait peur. Ça fait très peur, en même temps c'est beau à vivre. Mais oui, ça fait peur et parfois j'ai mes petites phases. T'as des phases, c'est parce que tu veux anticiper un petit peu, t'as peut-être peur qu'on te laisse, qu'on t'abandonne, parce que c'est souvent ça, généralement, quand on a eu un contexte familial, il y a beaucoup d'enfants ou même d'adultes qui ont ce traumatisme, tu sais, de l'abandon. Ils vont avoir peur d'être abandonnés. Ils vont, comme je disais juste avant, des fois un petit peu gâcher la relation pour éviter d'aller trop loin. Ils vont avoir peur de l'engagement aussi. L'engagement, par exemple le mariage, avoir d'autres enfants. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu ressens ou tu n'as pas encore ressenti? J'ai pas eu peur de l'engagement, au contraire. Ah bah ça va alors. Au contraire, j'idéalisais tellement. Mais je pense que certaines personnes, oui, peuvent développer une peur de l'engagement, par peur d'être rejetées par la suite. Quand c'est tes propres parents qui te rejettent ou qui te violentent, comment tu peux imaginer qu'une autre personne t'accepte? Par contre, j'ai toujours peur de qu'est-ce que ça va être une vie de famille, qu'est-ce que ça va être un mariage, qu'est-ce que ça va être une vie de couple, parce que j'ai grandi avec mes propres schémas, avec mes propres peurs, avec ma propre image qu'une femme doit être parfaite à tous les niveaux. Sauf que c'est pas ça la vie de couple, la réalité est qu'on peut pas être parfaite dans tout et que tout le monde a des défauts. Et que c'est pour ça que c'est important de prendre son temps et de toujours se remettre en question et avancer parce que ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai. Je me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que va être ma vie quand je vais être mariée. Mais j'en ai pas peur, je le veux. Tant mieux. Tant mieux, parce que la plupart, c'est vrai qu'ils ont peur de l'engagement. Ils ont super peur de l'engagement. J'aimerais bien savoir ta vision, tu sais, sur le fait de parler de tes sentiments. Parce que quand on n'a pas eu l'habitude... même quand on peut grandir dans une famille avec un très bon contexte familial, quand t'as pas été habitué à avoir des mots doux, à toi-même exprimer ce que tu ressens, ça peut être hyper compliqué. Je sais pas si j'ai des difficultés. J'ai pas de difficulté à exprimer mes sentiments, mais quand je les exprime, c'est très fort. Et je suis tellement vulnérable que si la personne a fait un pas de travers, c'est fini. Ok. C'est fini. Une fois que j'ai exprimé mes sentiments, ce que je ressentais, que je t'ai donné mon temps et je vais te le donner, ma loyauté, mon engagement, t'auras tout, que ce soit en amitié ou en amour. Je suis tellement blessée quand la personne joue avec ça que c'est sûr. Je donne aucune explication, je bloque, je feins. Il y a pas de discussion en fait. Tu tournes vite la page, quoi. Je tourne le dos et ça ne me fait absolument rien. C'est-à-dire que ça me fait mal sur le coup, mais après ça ne me fait plus rien. T'arrives tout de suite à rebondir. Je passe du tout au rien. Ouais, je suis pareil. Je t'aime passionnément, je te donne tout en amitié. C'est pareil, une loyauté sans faille. Mais je vois 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu commences à trop me blesser, commence à trop me sentir vulnérable, je me sens utilisée, c'est fini. Et je le vois pas tout de suite. Est-ce que je suis dans mon euphorie, sur l'instant, le moment. Mais une fois que je m'en rends vraiment compte et que je me sens blessée, il y a rien. En fait, il y a rien qui peut enlever le fait qu'on m'ait blessée. Que cet amour, justement, ce temps que j'ai donné, on l'a utilisé d'une façon ou d'une autre. Et ça, peu importe le type de relation. Après, c'est fini. Je me venge pas. Je fais rien. Je suis pas comme ça. Mais par contre, t'as tout perdu. T'as tout perdu parce que je te bloque et il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot de ma part. Je veux plus te voir. Je veux pas te parler. Ouais. C'est radical. Vraiment pareil, pour le coup. Parce que moi, je suis tellement loyale. En fait, la loyauté, pour moi, je crois que c'est le critère numéro 1. Oui, c'est ça. Chez une personne. Et je ne supporte pas quand les gens ne le sont pas, ou ils vont jouer avec mes émotions, etc. Et j'ai dû l'apprendre aussi, à savoir mettre des stops. Parce que souvent, quand tu te fais écraser, entre guillemets, tu te dis oui, c'est pas grave, peut-être que je mérite ça ou quoi que ce soit. T'as pas ce courage-là, des fois, de dire stop. Et c'est super important de le faire, tu vois. Parce que si tu le fais pas, tu continues d'être blessé constamment. Encore et encore et encore. En fait, je pense que dans une relation, quelle qu'elle soit, le plus difficile, c'est de partir même quand tu aimes encore la personne. Oui. C'est super compliqué. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que si toi, t'es allé jusqu'au bout, tu n'as rien à faire.
Tu as trahi ma confiance, tu m'as blessée et ensuite, au revoir, bonne continuation, quoi. En plus, il n'y a pas d'explication à donner, sachant que faut pas attendre de l'honnêteté, moi, je pense, de la part de la personne qui est en train de se foutre de toi. La personne, elle sait que tu es gentil, elle sait ce que tu as donné, c'est en train d'utiliser les explications. On va jamais te dire oui, je me suis foutu de toi. C'est vrai. Il y en a très peu qui vont reconnaître leurs erreurs. Hein, il y aura toujours des excuses, des ceci, et puis ça va jamais changer. Une personne, elle t'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, elle va recommencer. Radical. Tout fini. Très bien raison. Vraiment, c'est même pas pour l'autre. Les gens disent ouais, c'est comme ça qu'ils vont comprendre et tout, mais souvent on me dit ça, oui, comme ça ils vont comprendre. Non, c'est pas pour faire comprendre. Hein. Quand j'agis comme ça, c'est que je n'ai plus aucun respect. Pour toi, tu n'existes juste plus dans ma vie. Et peu importe, ça fait des années, j'ai arrêté des années d'amitié comme ça. Des 7-8 ans d'amitié, j'ai arrêté du jour au lendemain, j'ai bloqué la personne. Parce qu'il y a des limites à pas dépasser. Et qu'on accepte beaucoup de choses, on comprend justement, toi t'es pareil de ce que j'ai compris, comprendre, se mettre à la place de la personne, excuser la personne une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment, c'est stop. La corde, elle lâche, et puis c'est à ce moment-là qu'on pense à nous. Moi, c'est ça, je pense à moi, je pense à mon fils, et je me dis, mais en fait, je suis dans des relations qui me nuisent à mon avancement, qui nuisent à ma santé mentale, qui nuisent à mon épanouissement personnel. Et ça, c'est pas possible. Ça, je le permettrai pas. Je travaille trop dur pour rendre mon fils heureux, être moi-même heureuse, pour qu'il y ait une autre personne qui vienne et qui se serve de ça. Bien et sûr, qui se soucie même pas de l'impact que ça a sur moi. C'est pas possible. La plupart, et expliquer ne sert à rien. La personne ne va pas admettre, ouais, je me suis mal comportée, c'est vrai. Non. La plupart ne savent même pas dire pardon. Non, t'es folle, exactement. Ils vont te rabaisser. T'es hystérique. Ok, d'accord. Je vais faire l'hystérique jusqu'au bout, je vais te bloquer. Ils vont jamais se demander pourquoi t'as réagi comme ça. Moi, c'est un truc que je me demande. Hein. Même moi, quand je suis en tort, c'est vrai que je vais pas m'en rendre compte tout de suite et me dire oui, j'ai tort. Mais quand je prends du recul, je me dis ouais, peut-être que j'aurais pas dû dire ça ou autre, mais je me mets à la place de la personne. T'en as beaucoup qui le font pas. Tu vois, ils vont toujours rejeter la faute sur les autres et ça, j'ai du mal. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes avec qui j'ai arrêté de parler, je ne regrette pas. Parce que je me suis dit, je suis allée au bout. Tu veux que je fasse quoi, en fait, de plus ? Même si on continue à parler, même si tu vas faire des longs pavés ou quoi que ce soit, la personne, c'est foutu, quoi. Et si elle n'a pas réagi juste après, c'est qu'elle n'avait pas envie de réagir. Donc, tu n'as rien perdu. Comme tu es rentrée dans ma vie, tu en sors de la même manière. J'étais quelqu'un avant toi, je serai quelqu'un après toi. Pour revenir à ton parcours professionnel, du coup, vu que tu avais dit que tu étais pompier, après éducatrice spécialisée, je pense pas, tu me diras si je me trompe, que c'est des métiers que tu as choisis au hasard. Parce que c'est pas vrai ça. Voilà, donc du coup, je voulais savoir à quel moment tu t'es dit que déjà tu voulais être pompier et à quel moment tu t'es dit que tu voulais être éducatrice spécialisée. Comment ça éducatrice spécialisée, c'est un métier que je voulais faire depuis l'adolescence. Je pense que quand j'étais adolescente, je voulais le faire parce que j'étais très, très en colère contre les injustices que je pouvais subir. J'ai vécu des violences pendant 3 ans sans avoir été placée chez mes parents. Ensuite, je me retrouve placée dans un endroit qui n'est pas sain pour moi. Donc, j'étais très en colère. Et j'avais envie, je pense, de réparer quelque chose, de comprendre, etc. Ça s'est pas fait et je pense que ça s'est pas fait pour de bonnes raisons. C'est tout simplement que je n'étais pas prête. Dans la vie, il n'y a rien qui arrive sans raison. Voilà, j'ai dû arrêter mes études au 1 an de mon fils. J'ai commencé à enchaîner pas mal de petits boulots. Et donc, je parlais tout à l'heure de mon père adoptif. Mon père adoptif était à la Légion étrangère. Et j'avais qu'une envie, c'est suivre ses traces. Et donc, je me suis rendue dans un centre de recrutement des armées. Une affiche pompier de Paris, je me suis dit, ah non, c'est pour moi en fait. Ça regroupe tout ce que je veux. Mais ce que je voulais, c'était pas... Alors déjà, il y avait le côté intégration dans la société. Trouver ma place dans la société, c'est quelque chose justement qui est lié directement à mon histoire. Il n'y a pas de détour à faire. J'ai tellement été rejetée enfant, adolescente, que je voulais prouver que j'avais ma place. Il y a des gens qui mettent leur colère, qui vont rejeter justement la société qui les a eux-mêmes stigmatisés et rejetés. Moi, c'était l'inverse. Je voulais prouver que j'avais ma place et la prendre, cette place-là. En tant que pompier de Paris, on fait partie quelque part de l'élite. On prouve qu'on est capable, surtout quand on a encore plus, même quand on est une femme. C'est tellement atypique et tellement rare. Et ça demande tellement de travail que je me suis dit, c'est ça. Et aussi secourir, aider, accompagner les autres. Et donc, je me suis lancée dans cette voie-là. J'ai redoublé, je crois, de volonté lorsqu'on m'a dit que j'étais pas capable, que ça allait être trop dur, que c'était pas fait pour les jeunes mamans. Je pense que ça a vraiment réveillé le feu qui était en moi. S'il n'était pas assez allumé, là, ça n'était pas prêt de s'éteindre. Et cette envie d'être éducatrice spécialisée, elle m'a quand même pas quittée. Parce que la protection de l'enfance, ça n'a jamais quitté vraiment ma vie. Je me suis toujours intéressée, j'ai toujours cherché à comprendre.
Puis j'ai grandi, je me suis construit, nourrie de toutes les expériences de vie que je pouvais traverser. Et dans ces expériences, il y avait mes interventions en tant que pompier. J'intervenais beaucoup dans des foyers de protection de l'enfance, que ce soit pour des bagarres, pour des crises d'angoisse, pour des fugues. Et ça me rappelait toujours qu'il y avait quelque chose. J'ai rencontré quelqu'un par hasard qui m'a fait travailler dans un foyer de protection de l'enfance et je me suis dit non, faut que je devienne éducatrice spécialisée, c'est ça. Elle est là à ma place. Et j'ai entamé ma reconversion et je suis devenue éducatrice spécialisée. Et j'ai aucun regret. Le métier de pompier est un métier exceptionnel, mais le métier d'éducatrice, c'est celui qui m'était destiné, mais pas au moment où je voulais le faire. Okay. Tout ce parcours de pompier, il m'a nourri toutes ces expériences. C'est aujourd'hui des choses que je transmets aux enfants. Et surtout, j'ai compris que le but de ce métier, je me suis recentrée sur pourquoi vraiment je voulais faire ce métier. Okay. Tout ce parcours de pompier, il m'a nourri toutes ces expériences. C'est aujourd'hui des choses que je transmets aux enfants. Et surtout, j'ai compris que le but de ce métier, je me suis recentrée sur pourquoi vraiment je voulais faire ce métier. Et on ne fait pas éducateur spécialisé pour se sauver. Ça, c'est une erreur à surtout ne pas faire. Si je faisais ça et si j'avais été éducatrice à 18 ans, c'est ce que j'aurais fait et j'aurais été une très mauvaise éducatrice. Aujourd'hui, si je suis une bonne éducatrice, c'est que mon seul but, c'est d'accompagner les enfants et de trouver des solutions. J'aime trouver des solutions pour accompagner les enfants. Et c'est ça qui fait de moi une bonne éducatrice. Parce que quand je suis au travail, alors oui, il y a des situations qui sont plus sensibles que l'autre. Oui, des fois, je dois me mettre en retrait. Et c'est là la force de mon histoire. C'est-à-dire que j'ai tellement souffert des failles de la protection de l'enfance que je ne veux pas les reproduire. Et donc que je vais mettre en retrait quand je vois que ce n'est pas dans mes capacités. Là, ça m'évoque trop de choses. Là, j'accompagnerai pas assez bien. D'accord. Mais j'ai beaucoup plus de ressources aujourd'hui pour faire éducatrice spécialisée. Et c'est vraiment, mon histoire qui me motive. Dans ces deux métiers, ça a été mon histoire. C'est pas... Et je pense qu'aucun éducateur spécialisé, qu'un pompier ne fait ces métiers par hasard. Par hasard, oui. C'est ce que je me dis aussi. Je pense pas que c'est un métier qui vient par hasard et c'est pas malsain. Il faut le reconnaître. Il faut connaître ses limites, encore une fois. Je pense que dans la vie, tout est une question de limite. Là, aujourd'hui, tu te sens à ta place. Est-ce que tu peux dire, je me sens à ma place par rapport à ce que je fais ? Tout ce que j'ai vécu avait une raison. Je ne serais pas la femme que je suis, la mère que je suis, sans tout ce que j'avais vécu, que ce soit de bien ou de mal. Et vraiment, je suis à ma place. Franchement, bravo. Bravo, c'est très très beau. Tout ce que tu as pu dire, là, je pense que ça a dû inspirer énormément de personnes. Enfin, je l'espère en tout cas, que toutes les personnes qui t'écoutent vont s'inspirer de toi, de ta force. Enfin, c'est incroyable. Et justement, là, je suis en train de regarder ton livre que tu m'avais donné. Je te remercie encore infiniment. Qui s'appelle « Quand je serai grande ». D'ailleurs, avant d'aborder le sujet, où est-ce qu'on peut trouver ton livre ? On peut le trouver partout. Cultura, Fnac, Amazon. Il est disponible dans une multitude de librairies. Super. J'ai eu une grande chance d'être dans une grande maison d'édition qui m'a permis de rendre visible cette histoire dans beaucoup de points de vente. Il est là, il est réel. Je crois que je l'ai tellement vu que ça me fait bizarre. Il est réel, quoi. C'est pour toutes les personnes qui m'ont dit arrête de rêver. Pauvre fille, la pauvre fille, elle l'a fait. J'ai commencé à lire quelques pages et franchement, j'ai aucun doute sur le fait que ton livre, il est incroyable. Enfin, franchement, merci. Félicitations déjà pour ton livre. Et en parlant de ça, je voulais savoir à quel moment tu t'es dit que tu allais écrire un livre, parce que bien évidemment, ça vient pas comme ça. Je voulais savoir un petit peu comment tu as débuté par rapport à ça. Ça m'est venu dans mon adolescence. J'ai commencé à écrire pour mon fils, pour lui raconter son histoire. Et au moment où j'écrivais, je me suis rendu compte que j'avais tellement de choses à dire, tellement de choses à partager, et qu'en fait, mon histoire, c'était digne d'un film ou d'un livre. Je me suis vraiment dit, mais là, il y a un truc à faire. Mais je n'avais pas forcément les ressources à 16 ans, donc j'écrivais. Et puis, je construisais ma vie. Et puis, il y a quelques années, je crois que c'était en 2020, je commence à me dire, bon, là, je suis prête. Là, je suis au clair avec mon histoire. Je venais de finir plusieurs années de thérapie, dont je ne me sentais absolument pas capable avant. Je venais de mettre toute mon histoire au clair et je me suis dit, là, je suis d'attaque. Là, toute cette histoire, maintenant que je l'ai acceptée, maintenant que je suis au clair avec ça, même s'il y a toujours des choses qui restent à travailler, c'est tout à fait normal. En tout cas, maintenant que j'ai fait tout ce chemin-là, je suis OK,
c'est bon, c'est go, on y va. Alors j'ai commencé à aller faire une vidéo dans un média qui s'appelle Origine où je racontais mon histoire dans un seul but. Prendre cette vidéo et la montrer à des éditeurs pour pouvoir écrire mon livre. Voilà, c'était ce témoignage, en fait, c'était ma petite présentation, quoi. C'était voilà, une petite synopsis vidéo. Je me disais que c'était original. Et j'ai même pas eu le temps de faire ça, que ma co-autrice, Bessora, m'envoie un message. Ça vous dirait de faire un livre? Et moi, je dis, mais Trop bien. Encore une fois, rien n'arrive par hasard. Tout est prédestiné. Et je la rencontre et en fait, ça match. Ça match, elle m'écoute. Je dis, mais par contre, moi, je veux prendre part à cette écriture. Je veux pas qu'on prenne mon histoire et qu'on écrive mon histoire. Je veux être là, je veux être impliquée. Et puis, je veux pas parler pour parler. Il est hors de question que je raconte ma vie pour raconter ma vie. Il est hors de question que à la fin de ce livre, les gens juste ils pleurent et ils en ont marre d'entendre une pauvre fille qui est en train de se plaindre de sa vie. D'ailleurs, quand j'ai voulu écrire ce livre, la plupart des gens m'ont dit, mais c'est la honte, ton histoire. Des histoires comme la tienne, il y en a plein. N'importe quoi. Tu crois vraiment qu'il y a une maison d'édition qui va s'intéresser à toi, des pauvres filles comme toi, il y en a plein. Ce genre de propos. Et j'ai continué, on a mis 3 ans à écrire, 3 ans avant d'être édité dans la maison d'édition du coup Fayard. Et c'était une super aventure où au final ma vie elle a évolué, où j'ai pu vraiment trier ce qui avait de l'intérêt d'être dit et ce qui relevait de la sphère personnelle, ce qui n'avait aucun intérêt dans mon histoire. Trouver un fil conducteur aussi, pas de en telle année j'ai vécu ça, en telle année j'ai vécu ça. Non, on trouve un fil conducteur. On a utilisé du coup une arrestation que j'ai vécue. J'ai été accusée du coup de violence envers mon propre enfant. Et c'est à travers cet interrogatoire qu'on t'as pu le saisir. Du coup, c'est vraiment vrai ce fil conducteur. Il a pas été inventé. Il est vrai. Et donc j'ai vraiment été accusée de violence envers mon fils. J'ai vraiment été arrêtée. Mon fils a été mis de côté, moi aussi. Et en fait, on découvre mon histoire à travers cet interrogatoire. Et je pense que c'est la richesse de ce livre. J'ai pu aussi recevoir mon dossier social. Donc, comme je disais précédemment, c'est là où j'ai découvert les violences que j'avais subies. C'est le dossier qui regroupe toute la vie, tous les rapports sociaux d'un enfant, qui est écrit sur un enfant. Et moi, j'ai mis des extraits dans ce livre pour montrer le double regard. Et quand il écrit la vie de la petite Jorane et qu'il sait que peut-être il ne pourra rien faire. Donc, ça a vraiment été un véritable travail. Ça a été plus quelque chose auquel j'ai dû me préparer. Plus. J'ai pris des cours d'éloquence, parce que je parlais comme une wesh avant, très, très clairement. Je parlais très mal, donc je voulais bien savoir m'exprimer pour bien poser mes idées. En fait, j'ai dû travailler pour écrire ce livre et pour présenter ce livre et pour qu'il soit comme moi je voulais qu'il soit. Et à aucun moment, je me suis dit, ouais, c'est une thérapie. C'est quelque chose auquel sur quoi je suis prêt et sur quoi je suis pas prêt. Et il y a des éléments volontairement. Avec Bessora, on s'est dit non, là, je suis pas prête. D'accord, je suis pas prête. Et si je suis pas au clair, les gens, ils seront pas au clair. Quand ils vont lire, on va les brouiller. Donc ça mérite pas d'être dit. Ça, on le met de côté. Mais ça, par contre, là, je suis prête. Je suis OK. On va en parler. C'est un intérêt pour faire des parallèles sur les différentes violences. C'est un intérêt aussi pour défendre des causes. Et au final, dans ma vie, il y a tellement eu d'événements que c'est pas simplement une enfant placée qui devient pompier de Paris. Oui, c'est l'histoire d'une trajectoire, mais dans cette trajectoire, il y a eu un déni de grossesse, mais il y a aussi des belles rencontres. Il y a eu l'adoption avec mon père. Il y a eu beaucoup de choses. Et tout au long de cette histoire, il y a surtout beaucoup de détermination. À qui s'adresse ce livre ? Il s'adresse à tout le monde. Honnêtement, c'est pas un livre qui s'adresse uniquement à un enfant qui a vécu des violences, à une jeune mère seule. Je pense que c'est un livre qui est adapté à tout le monde. C'est une leçon pour certains, une découverte pour d'autres. Je pense que tous, à un moment donné, on peut se reconnaître dans mon livre. Parce que c'est, comme je dis, oui, j'ai vécu certaines choses. Surtout, l'histoire d'une fille qui veut réussir et qui va tout donner pour réussir. Et ça, cette flamme, on l'a en chacun de nous. Donc à tous, à un moment donné, dans cette détermination, dans cette envie de faire partie de la société et de se construire et de gravir, entre guillemets, les échelons, on l'a tous. Quelle émotion, sensation tu peux avoir avec ce livre-là ? J'ai beaucoup de fierté. C'est l'émotion qui me vient, beaucoup de fierté d'avoir réussi. En même temps, c'est que le début. Ce livre, je veux qu'il aille beaucoup plus loin. Je veux en faire une œuvre cinématographique. Donc, en fait, j'ai de la fierté, mais en même temps, c'est pas suffisant pour moi d'avoir écrit ce livre. Donc, je pense que j'aurais vraiment une réelle fierté et une réelle satisfaction quand j'aurai été au bout
de là de ce que où, tu as imaginé. voilà, de ce que j'ai imaginé. Après, je sais que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir être publié. Je me rends compte de la chance que j'ai. C'est pas tout le monde qui a l'occasion de pouvoir parler de son histoire, d'avoir la force de le faire. Et j'avais accepté mon histoire et c'est pour ça que j'ai pu faire ce livre. Sinon, ce livre, ça aurait été un règlement de compte, ça aurait été une thérapie, mais ça aurait pas été un livre. Ça aurait été quelque chose d'inutilisable, je pense, d'illisible. En tout cas, j'aurais pas pris de plaisir si j'avais pas accepté mon histoire. Et il faut justement, c'est nécessaire d'accepter son histoire avant de publier parce qu'il n'y a pas que de la bienveillance. Quand j'ai publié ce livre, non, il n'y a pas que des bons retours. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a même des proches à vous qui peuvent vous dire mais pourquoi tu fais ça? Ah ouais, à ce point-là. Je comprends pas. Tu gardes ton histoire pour toi, pourquoi tu la racontes? Donc non, il n'y a pas de la bienveillance et c'est important d'avoir accepté, d'avoir fait tout ce travail avant de se lancer, que ce soit pour écrire un livre, faire un film ou juste témoigner comme ça de son histoire, c'est important de l'avoir accepté. Et de savoir qu'on ne va pas faire l'unanimité. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui vont avoir de la bienveillance, de l'amour, et c'est merveilleux. Et je suis tellement reconnaissante, et des fois, j'ai même du mal à réaliser toute la bienveillance qu'on me donne. Je me dis, mais est-ce que je suis vraiment légitime à tout ça? Je crois que souvent, j'ai même du mal, parce que je ne suis vraiment pas habituée à recevoir autant d'amour et autant de soutien. Mais il n'y a pas que ça. Et ça, il faut aussi préparer aussi. Et il y a aussi des gens qui utiliseront votre histoire. Là, je suis dans un super podcast, je suis avec toi, c'est trop bien, on aborde plein de sujets, mais il y a des personnes qui voudront juste connaître les détails sordides de ta vie et les leçons derrière, ils s'en moquent. Et puis, c'est un produit que tu vends, si c'est ta vie, mais c'est un produit, c'est un livre. Et c'est compliqué. Il faut vraiment réussir à différencier. Il ne faut pas s'arrêter au premier refus, des refus, j'en ai eu plein. Et ça m'a pas arrêté. Et ce livre, il existe. Et je suis sûre que le film, il existera un jour. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à ce film-là, comment tu l'imagines? Parce que je sais que Joran, elle a 2 personnes en particulier qu'elle veut absolument avoir. Donc, oui, j'ai mes rêves qu'on juge parfois trop ambitieux, mais je les lâcherai pas. Je rêve qu'Omar Sy joue le rôle de mon père adoptif. Et Adèle Exarchopoulos, mon rôle. Je trouve que ce sont 2 acteurs talentueux. Très talentueux. Alors oui, réputé, oui, demandé, j'en doute pas. Mais je suis sûre que mon histoire, elle mérite des acteurs de cette renommée. Elle mérite des acteurs avec ce talent-là. Et c'est eux les visages que je vois incarner mon histoire. Donc oui, j'en rêve. Je rêve de faire une œuvre audiovisuelle avec eux. De toute façon, en tout cas, je te souhaite profondément. J'espère vraiment que tu pourras arriver à cet objectif. Et de toute façon, il n'y a pas de raison. Répète-le partout. Comme ça, j'espère qu'ils t'en prend dessus. Aujourd'hui, du coup, tu es une très belle femme, une jeune femme qui a accompli beaucoup de choses. Est-ce que tu arriverais à nous expliquer qui es-tu aujourd'hui? Avec des mots à toi, comment tu te définis en tant que personne, en tant que femme, en tant que maman? Comment tu te vois aujourd'hui? La Joran d'aujourd'hui, c'est qui en fait? Ah bah, je te piège, mais c'est fait exprès. J'avoue que c'est un exercice très difficile pour moi, parce que j'ai du mal à me regarder, j'ai beaucoup de mal à me définir. Je dirais que je suis une jeune femme, certes forte, mais avec encore beaucoup de fragilité, qui manque encore d'assurance, de confiance en soi, même si j'ai gagné en assurance, en confiance en moi, j'en manque encore beaucoup. Et je pense que je mérite de m'affirmer encore plus. Et voilà, et j'ai du mal à dire d'autres choses sur moi parce que me définir et me regarder est un exercice encore difficile. Quel conseil tu donnerais à une femme qui vit la même chose ou qui a déjà vécu ça quand elle était plus jeune, ou à un homme aussi, parce qu'il y a des hommes qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? De se laisser du temps, d'accepter son histoire et de se rappeler que peu importe les conditions de départ, peu importe ce que tu vis au cours de ta vie, ça ne définit pas le reste de ta vie. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser qu'on porte une étiquette, que tout le monde voit cette étiquette, que ça nous définit, alors que c'est qu'un moment et qu'on peut devenir qui on veut. Vraiment, l'histoire, c'est nous qui l'écrivons. Et qui continuons de l'écrire. C'est ça. Là, on arrive à la fin de l'épisode. C'est mon moment préféré. Il y a une tradition chez Fair Talks. C'est en fait qu'il y a une enveloppe que je remets et que tu vas remettre aussi à la prochaine femme pour l'occasion de relier les voix de celles qui osent chacune à leur manière. Donc, je sais que toi, tu as écrit quelque chose pour la prochaine. Donc, du coup, je vais les récupérer. Comme ça, je pourrais lui donner et elle pourra le lire elle-même la prochaine fois. Donc, voilà, je te remercie. Et moi, j'ai du coup un mot
pour toi dans cette enveloppe qui a été écrit du coup par la précédente qui était avant toi. Donc tu peux le lire à voix haute. J'essaie de source sûre que la précédente était une femme très brillante et que la prochaine le Très sera brillante. aussi. Donc j'ai hâte de lire ce petit mot. Chaque action que tu poses, chaque mot que tu écris compte. Même si tu ne le vois pas encore, ça peut toucher, inspirer, transformer. Alors continue parce que ce que tu fais a du sens. Je suis obligée d'applaudir parce que c'est très beau Et c'est beau, c'est trop beau. c'est beau de le recevoir, mais je pense que ça peut parler à... Bien sûr. C'est un message universel. Exactement. Vraiment, toutes les femmes méritent de l'entendre, ce petit mot. La dernière question que j'ai à te poser, qui est une question essentielle et qui regroupe un peu le projet de faire, qui est de passer à l'action. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu oses faire prochainement ? Qu'est-ce que j'oserais faire ? Un truc que je devrais oser. Ouais. Je devrais oser me complimenter. Mmh. Ça, c'est quelque chose que je devrais oser faire. Il faut que je le fasse. Bien sûr. Oser me complimenter, oser me regarder et oser me trouver belle. Il faut que tu trouves belle, tu es magnifique. Merci. Vraiment, je suis très très contente de t'avoir reçue aujourd'hui. Merci beaucoup pour Merci. tes mots. Merci pour ta force aussi de nous avoir donné beaucoup de conseils. Moi, clairement, tu m'as mis une claque par rapport à tout ce que tu as dit et c'était tellement fluide que franchement, j'adore ce type de conversation, donc je te remercie sincèrement. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre beaucoup de choses, que ce soit de Jorane, de son histoire aussi en globalité. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, de le partager. N'hésitez pas à commenter, à nous donner un petit peu vos avis, vos ressentis, c'est très important. Et surtout de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc tout est écrit en barre d'infos. Moi en tout cas, je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao!